Et donc là, c'est le deuxième volet, T'es dans quoi? Et puis l'an prochain, vous nous présenterez, donc Maya, le troisième volet, dernier volet, J'aime pas. Alors, c'est un triptyque donc sur le thème du travail. Je laisserai Maya vous expliquer sa démarche artistique. Et ce soir, ce deuxième volet a la particularité d'être une création participative. Donc, ce sont 11 habitants du territoire, 11 passionnés du théâtre qui ont choisi de participer à cette expérience. Et donc, ils vont nous livrer toutes leurs expériences et puis leur rapport au travail. Voilà, je vous en dis pour ma part pas plus pour ça. Juste vous dire que la saison se poursuit et que samedi prochain, nous recevrons un spectacle dans un autre style, puisque c'est un spectacle théâtre et musique qui s'appelle Courir et qui va nous raconter l'extraordinaire histoire de ce coureur de fond, Émile Zatopek, donc qui était coureur de fond à la moitié du XXe siècle. Voilà, donc il reste des places si le cœur vous en dit. Et puis la dernière chose, merci de bien penser à éteindre vos portables, de ne pas filmer, de ne pas prendre de photos et de ne pas allumer vos appareils pendant le spectacle, ce qui gêne vos voisins et les comédiens sur scène. Voilà. Après le spectacle, nous aurons un petit temps de discussion avec Maya Jarville et puis les comédiens. Donc on laissera partir les gens qui souhaitent partir et puis pour ceux qui veulent rester, on pourra prendre ce temps d'échange. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse la parole à Maya. Merci, mais en fait, tout a été dit. Du coup, j'ai pas grand-chose à raconter. Je voulais vous dire de couper vos téléphones portables, mais ça a été fait. Donc, on va pouvoir commencer. Non, juste simplement vous dire un tout petit mot sur effectivement le format un peu particulier de ce spectacle, puisque c'est pas une œuvre de fiction, c'est une tentative de documentaire au théâtre. Donc, tout ce qui est raconté sur scène est vrai. Et c'est pas des comédiens professionnels qui sont sur scène, c'est des gens effectivement qui se sont prêtés à cette expérience qui a été menée ici et qui effectivement est un format assez particulier. C'est justement les résidences un peu longues comme celle qu'on a ici au Théâtre de Vals qui permet d'expérimenter ce genre de format particulier. Voilà, donc pour ça on remercie le Théâtre de Vals. Et comme c'est une forme de création aussi particulière et qu'on l'a fait dans un temps assez court par rapport à une création classique, on remercie aussi l'équipe technique du théâtre qui a fait preuve de patience et de mobilité face à nos contraintes à nous. Voilà. Après, pour ce qui est vraiment de la forme du spectacle, je préfère pas vous en dire beaucoup plus, puisque en plus on a un temps de discussion prévu après, donc on en rediscutera avec plaisir à la suite du spectacle. Merci. C'est pas facile de commencer. Il y a quelques minutes, vous n'étiez pas encore arrivé. J'étais là, seule dans le théâtre. Je regardais les fauteuils rouges, vides. Vous entendez parler derrière la porte. J'aime bien ce moment. Juste avant que ça commence. Quand on ne sait pas comment ça va se passer, on peut tout imaginer. Je vous ai regardé vous installer. Comme vos places. Moi, la mienne, elle est là. Au bord. C'est pas très confortable, mais je suis bien. Ici, tout est possible. Rien n'est encore joué. C'est drôle, parce que si on parle du travail,
Eh bien, c'est exactement là où j'en suis dans ma vie. J'ai fait une licence de lettres modernes et d'art du spectacle, un master en littérature comparée, un master en études théâtrales. J'ai fait une école de théâtre, un doctorat sur un artiste et artisan du siècle dernier, un certificat d'études corporelles, de la danse et une formation d'accompagnement à la parentalité. À chaque fois, c'était la même chose. Au moment où j'aurais pu entrer dans le monde professionnel, j'ai reculé. J'ai refusé. Je me suis dit que j'avais pas vraiment envie de choisir une carrière pour toute une vie. J'avais l'impression que le choix c'était pas vraiment le mien. Et puis qu'il y avait aussi tellement d'autres choses à découvrir. J'ai pas arrêté non plus. Aujourd'hui, je continue. Je fais de la recherche et j'échange avec d'autres chercheurs. Je fais du théâtre. J'anime des ateliers pour les parents, pour les enfants et je suis bénévole dans une association. Je travaille tous les jours, mais pas professionnellement. Je crois que, en fait, je fais beaucoup mieux les choses quand je ne les fais pas pour un salaire, quand il n'y a pas d'attente. Oui, c'est ça. En fait, quand le travail se transforme en emploi, j'ai l'impression qu'il perd une partie de son sens. Et moi, je perds une partie de mon enthousiasme. On parle beaucoup d'emploi dans les médias, mais on parle pas vraiment de travail. Et qu'est-ce qui se passe dans le travail? Et du coup, ça me questionne. Ça questionne beaucoup le sens de ce qu'on fait. En fait, je fais plein de choses. Et est-ce que c'est pas du travail? Je suis pas rémunérée, mais... Moi, j'aurais bien aimé exercer plusieurs métiers. Et en même temps, ça peut être aussi de l'esclavage parce que tu es tenu, tu as des contraintes d'argent, tu as des contraintes de temps. J'aurais bien aimé être... Moi, je veux parler du travail pour dénoncer, parce que c'est quand même le grand sarnac. Et puis, j'aurais aimé être... Et ce sentiment d'être comme un funambule sur un fil. Ça, c'est dommage de ne pas pouvoir... Une réalisation de moi et puis une sombre catastrophe. Voilà. Je croyais que j'avais fait le tour de cette question. Et en fait, ça me l'a fait reposer autrement. Si on est honnête avec vous, vraiment honnête, sans faire semblant, alors il faut qu'on vous dise, on comprend pas du tout ce que vous faites là. On ne sait pas trop ce qu'on fait là non plus. en fait, on aimerait bien avoir une vérité incroyable à vous révéler. On aimerait bien connaître le sens profond des choses. Mais non. On n'a rien à vous dire de plus que ce que vous savez déjà. Et on a pensé que ça valait le coup de l'admettre. Et puis merde, puisqu'on est là pour parler franchement, autant cracher le morceau. On n'a pas l'habitude de ce genre de milieu. On fait partie de ceux qui sont mal à l'aise au théâtre. De ceux qui ne rient pas quand tout le monde rit. De ceux qui ne savent jamais quoi dire quand tout le monde a son mot à dire. On n'a pas envie d'être planté là, devant vous, à faire semblant de ne pas vous voir. On vous voit. Vous êtes beau. On est content que vous soyez là. Vraiment. On ne veut pas vous montrer quelque chose d'impressionnant, qui vous donnera le sentiment d'être intelligent. Non. On veut seulement vous montrer quelque chose d'honnête. Quelque chose qui vienne de nous. Et on sera vraiment content si vous ressentez quoi que ce soit. C'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est tout. Je m'appelle Patrick. J'ai
J'ai une grande expérience professionnelle. J'ai eu plusieurs métiers. En Ardèche, depuis 25 ans, j'arrive de Marseille. 14 ans, c'est l'âge que j'avais quand j'ai commencé à travailler. 42, c'est le nombre d'années que j'y ai passé au travail. 12, ce sont les chimiothérapies subies. J'ai compté au travail, souvent, les kilomètres, les stacks de ciment, les brouettes, les seaux. J'ai compté les tonnes de châtaignes aussi, les arbres à élaguer, les heures effectuées, les sous perdus, les sous gagnés. Ma vie est un vrai compte de frais. J'ai beaucoup compté sur le travail pour me réaliser, pour posséder, pour consommer. Mais au bout du compte, quand je fais le compte, c'est plutôt un décompte, un mauvais compte que je vous raconte. Le travail, c'est du temps passé, du temps perdu ou pas passé à autre chose. Pas passé avec sa famille, ses amis, pas passé à ses passe-temps favoris, pas passé seul avec soi. Le travail, c'est une part importante de notre temps, une part permanente. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, durant toute une vie, une carrière. Le travail, ça use parfois. Ça use les convictions, les rêves, les corps. Ça use les travailleurs. Le travail, au fil du temps, a privé de travail le travailleur que j'étais. Le travail m'a brisé, m'a courbé, au point de me faire regretter d'avoir travaillé autant, aussi fort, aussi vite, aussi bien. Par la force des choses et l'usure du temps, je suis devenu malgré moi un spectateur. J'étais un bâtisseur et maintenant je regarde. J'ai fait 6 années d'études. Une première année à la faculté de Strasbourg. Et j'ai eu besoin de plus de concret, alors je suis partie en filière technique, en génie de l'environnement, en Corse. Ça m'a permis d'entrer en école d'ingénieur forestier à Nancy. Venant d'un milieu ouvrier, ce parcours scolaire m'a parfois donné comme un sentiment d'usurpation. Mais maintenant, après 10 années de vie active, j'assume celle que je suis, et ça me permet d'arriver à un moment de ma vie professionnelle assez délicieux. Pardon, excuse-moi. Désolée. Bonsoir, je m'appelle Thaïs. Alors, le monde du travail, moi, avant même d'y être rentrée, j'ai eu comme un burn-out. À l'école primaire, déjà, j'ai jamais supporté le système scolaire. Pourtant, j'ai toujours adoré apprendre. J'étais curieuse et j'avais envie de découvrir des tas de choses. Mais choisir une orientation en 3e, se destiner à rentrer dans une seule case, impossible pour moi. Je me sentais multicase. Je suis multiple. J'exerce donc différents métiers. J'ai toujours eu une attirance particulière pour les domaines artistiques, la littérature, la nature. Je suis salariée d'une association de préservation de l'environnement. Mon travail consiste à organiser des chantiers et créer des événements pour reconnecter les habitants d'un territoire avec la nature qui les entoure. J'ai plus la naïveté de croire que je vais changer quoi que ce soit à la crise écologique qui a lieu, mais je fais ma part. L'art, c'est un peu comme si c'était ma part. L'art, je pense que ça peut vraiment changer les choses. J'ai passé un bac littéraire art plastique. Et à l'époque, je faisais vraiment beaucoup de danse, du théâtre, du piano. Puis je suis tombée malade. Plusieurs années d'hôpital. Mais j'ai passé mon doc de philosophie en parallèle de ces années d'hôpital. Et de retour dans la vie, c'était plus une simple envie d'explorer le monde, mais un besoin vital de mettre mon énergie dans ce qui me faisait vraiment vibrer. Pour ça, j'ai créé ma petite entreprise. Je rencontre des propriétaires dont les forêts sont exploitées pour la production de bois. Je leur explique la nécessité de laisser certains secteurs tranquilles pour la faune et pour la flore. Je me suis formée à l'herboristerie et à l'agriculture des plantes médicinales. Et ensuite, j'ai fait une formation de massage et d'olfactothérapie. C'est un soin avec les odeurs. Et ensuite, je voulais revenir au théâtre. Je suis partie à Paris et j'ai fait 3 ans de formation d'actrice. Pour me payer toutes ces formations passionnantes, j'ai enchaîné des tas de petits boulots. Animatrice scolaire, aide à domicile, éducatrice en foyer, collage d'affiches pour des concerts, saison agricole, pige immobilière, restauration rapide, modèle vivant, vente de fruits et légumes sur les marchés à Paris, poissonnière, etc., etc.
Je me suis même souvent surprise à dire oui à un boulot que j'aurais jamais imaginé faire avant. Mais j'y voyais aussi la chance de découvrir un nouvel univers. J'exerce aussi la plus déroutante et la plus passionnante des professions. Je suis maman. Et accompagner ces enfants dans la vie qu'ils se créent pas à pas, en fait, c'est un vrai exutoire pour moi sur mes doutes pour l'humanité. Et puis, je suis à temps partiel maintenant pour me former au métier d'agricultrice avec mon voisin qui est maraîcher bio. L'idée de nourrir ma famille avec des légumes et des fruits sains pour l'environnement et pour la planète et les vendre en plus sur le marché, c'est un nouveau monde qui s'ouvre pour moi. Puis j'ai ralenti les formations et j'ai eu envie de travailler dans ce que j'avais appris. J'ai créé une gamme de produits en phytothérapie. J'ai eu mon cabinet de massage et d'olfactothérapie. Et tu te souviens de l'olfactothérapie avec les odeurs? Et maintenant, je suis principalement modèle pour des peintres et des auteurs de films d'animation. Et je fais de la figuration dans des longs métrages. Après tout ce parcours, je sais que ce qui me tient vraiment à cœur, ça serait de revenir à un de mes projets initiaux, ça serait d'être comédienne. Avec mon diplôme, clairement, je pourrais travailler à temps plein et gagner plus d'argent. Mais j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour moi et pour me former à un métier qui, pour l'instant, n'est pas rémunéré. Ce n'est pas qu'une question de chance, c'est une question de choix. Je mets de côté mes rêves de voyage au bout du monde, les travaux de la maison sont décalés, mais ça se fait sans trop de frustration parce que ça me permet juste d'être cohérente avec mes convictions profondes. Mon parcours, vu de l'extérieur, ça peut paraître brouillon, mais à l'intérieur de moi, tout se rejoint et ça prend vraiment un sens. En fait, je me suis jamais sentie éparpillée, mais simplement multiple. J'ai souvent eu des doutes, mais maintenant je sais que je veux vivre pour travailler à ce qui me passionne vraiment. Moi aussi, j'ai eu un gros moment de doute. Un jour, sur un marché à Paris, je venais juste d'être embauchée pour vendre des fruits et légumes. J'installe le stand, il y a les plantes aromatiques, je mets un gros bouquet de basilic attaché avec une petite ficelle orange, la pancarte, 3 € le bouquet de basilic. J'avais pas la notion des prix sur les marchés parisiens à l'époque. Très rapidement, il y a un client qui vient, qui me demande un bouquet de basilic, je lui donne, il me donne 3 €. Juste après, le patron arrive, il me dit « Thaïs, elles sont où les 50 bottes de basilic ?» J'ai réalisé que j'avais vendu les 50 au prix d'une seule. Je peux dire que c'était ma dernière matinée avec ce patron. Si quelque chose vous paraît étrange, vous allez l'observer. Et ceci avec l'intention d'en découvrir la cause en comparant avec une situation dite normale. À partir de cet instant, vous allez échafauder une hypothèse dont vous devrez chercher la vérification en utilisant une expérimentation. Un échantillon qualitatif, c'est un échantillon qui rassemble un petit ensemble de participants, mais qui nous permet d'aller en profondeur dans les processus qui agissent dans leur vie, d'aller vraiment dans la richesse des parcours individuels. Ce qu'on veut faire, ça n'est pas projeter ou généraliser sur l'ensemble de la population, c'est de comprendre des diversités à l'intérieur d'un groupe qu'on a défini, d'une diversité de situations. De la terre. Ça me va comme définition. J'en viens de la terre, d'une famille de paysans, où le travail, c'est une institution à lui tout seul. Les mains sont toujours occupées, les loisirs rares, et les revenus agricoles, comme la météo, aléatoires. Au milieu de tout ça, j'ai grandi avec l'envie souvent de foutre mon camp. Je rêvais de gravir les échelons, alors j'ai pris l'ascenseur social.
J'ai fait des études secondaires pour devenir technicien supérieur en design industriel. Un mélange d'artistique et de technique. L'histoire de l'art, le dessin, la recherche et l'innovation, c'est passionnant. Ça ouvre les yeux, mais ça fait pas toujours un travail à la clé. Pour moi, ça a été stage, petit boulot, précarité. Le chômage, ça a été une épreuve. Pour un fils d'agriculteur rodé au travail, se retrouver sans rien faire, c'est pas possible. Totalement contre nature. Ma petite valise de diplôme, elle ne suffisait pas à trouver du travail. Je l'ai troquée pour ma caisse à outils d'ouvrier agricole. Je l'avais gardée au cas où. Dedans, il me restait encore un peu de courage, de l'humilité, du bon sens paysan aussi. Et puis un vieux rêve d'enfant qui sommeillait au fond, c'était de faire la route au volant d'un camion. Alors pour ça, je suis retourné à l'école, passer mon permis. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé du travail. Sur la route. Routier, c'est un sacerdoce. Faut avaler du kilomètre. Courir après le temps, toujours. La solitude en prime. Mais moi, la route, je l'ai vécue avec passion, avec mes yeux d'enfant. Partir à la semaine, dormir dans le camion, jamais au même endroit. Voir du paysage, être itinérant en somme, c'est déjà être un peu nomade. Pour moi, c'était la liberté. Et puis sur la route, on peut faire de belles rencontres. Moi, par exemple, ça a été la radio. Elle est venue à moi. Depuis, c'est une amie fidèle. Avec le camion, j'ai parcouru la France. Avec la radio en plus, j'ai parcouru le monde. Je l'ai mieux compris. J'ai même eu une révélation. L'écologie, les enjeux pour la nature. C'était un peu comme si mes racines agricoles et rurales remontaient d'un coup à la surface. Mon retour à la terre, il s'est imposé comme une évidence, comme le meilleur moyen de m'engager pour cette cause écologique. À une condition, c'est de bien le faire. Le choix d'une agriculture biologique à taille humaine et cette conscience qu'on fait partie d'un tout. Alors je suis retourné à l'école pour être agriculteur cette fois. Et je suis devenu, même à temps partiel, un acteur de terrain, au propre comme au figuré. J'ai le sentiment, modestement, de faire la part qui me revient. C'est marrant, mais cette terre qui m'en avait tant fait baver adolescent, elle a repris d'un seul coup toute sa valeur. Quelque part, la boucle s'est bouclée. Alors mon parcours, chaotique, c'est une sorte de course d'obstacles. Je suis parti d'en bas, j'ai pris l'ascenseur. Une fois là-haut, je serais bien resté. Et je me suis cassé la figure. J'ai rebondi en bas. J'ai failli me perdre pour mieux me retrouver. Le travail dans tout ça, il m'a façonné depuis tout petit. Il m'a fasciné des fois. Il m'a passionné surtout. Aujourd'hui, plus que jamais, le travail, c'est ma boussole qui donne du sens à ma vie. À Marseille. J'attends l'ascenseur réservé aux ambulanciers. Je suis seul avec mon brancard, je vais au 14e étage. L'ascenseur arrive, je m'engouffre dedans, je suis pressé comme d'habitude. J'appuie sur le bouton du 14e, les portes se ferment et l'ascenseur démarre, plutôt sèchement. J'ai remarqué que le cadran des étages ressemble à un compteur de voitures. Il va à plus de 200. L'ascenseur accélère.
Je suis déjà au 50e étage, je commence à avoir peur. 60e étage, il n'y a plus de plafond à l'ascenseur. 70e, 80, 90e étage, il n'y a même plus de côté. 100e étage, il n'y a plus d'hôpital. Je suis presque dans les nuages, suspendu à un câble, et je monte encore. 120e, 130e étage, il n'y a plus de brancard. 140e, 150e étage, je n'ai même plus de sol sous mes pieds. 180e étage, je vais tomber. 190e, 200e étage. Mes parents ne sont pas d'accord. Ils sont très vieilles France et pour eux, courir, ce n'est pas un métier. Travailler dans leur entreprise, c'est nettement mieux. Ils avaient une usine. Ils fabriquaient des emballages en bois pour mettre les fruits. Ils s'étaient fait tout seuls. C'était leur bébé. Et ils ne vivaient que pour leur travail. Alors je rentre un peu dans le moule, travaille avec eux, et par ailleurs, fais différents boulots. Démonstratrice de poupées Barbie chez Mattel, démonstratrice de décoration de Noël, responsable rayon surgelé dans les grandes surfaces, rayon crèmerie, charcuterie. Pendant quelques années, je suis employée dans un magasin ouvert par quelques artistes et artisans locaux. Assez jeune, j'ai su que je ne pourrais pas avoir d'enfant. De traitement en opération, j'ai pris des coups sur la tête. Un jour, quelqu'un m'a dit que sous prétexte que je n'avais pas enfanté, je n'étais pas une femme. J'ai donc vécu sans enfant, et sans doute autrement. Puis je me suis mariée. J'ai commencé à travailler avec mon mari dans la fabrication de meubles, de cuisine, de salles de bain, puis en restructurant des appartements. La relation avec le client est importante. D'ailleurs, certains sont devenus de très belles relations, des amis, mon autre famille. Avoir face à soi Yvonne qui vous explique vouloir un meuble qui épouse tout un pan de mur, avec des rangements bien précis, bien définis, pour les CD, les 33 tours, les livres, les 45 tours, les bouteilles, la télé, le décodeur, sans voir les portes, sans aucune poignée. Eh bien, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous continuons à travailler différemment, puisque exclusivement pour nous,
et d'autres contraintes se sont imposées. Je vais à l'hôpital tous les 28 jours pour une séance de chimie. C'est le nom que je lui ai donné. Il y a quelque temps, c'était tous les 21 jours. J'ai gagné une semaine. Ça peut paraître ridicule, mais croyez-moi, c'est important. Je ne suis pas bardée de diplôme. Je n'ai pas réalisé mon rêve d'enfant. Je m'en suis bien sortie quand même. J'ai gagné correctement ma vie. Je me suis épanouie en tant que femme, me suis affirmée. Je relève la tête, j'avance, j'aime la vie et quelquefois elle me le rend bien. Je regarde toujours le positif. S'il n'y avait pas eu tout ça, je n'aurais pas rencontré certaines personnes qui me sont devenues chères et je suis vivante. Je ne me plains pas. Je ne m'écoute pas, ça ne sert à rien. Je fais avec. Un matin ordinaire, au lycée où j'étais prof de français, mercredi, dernier cours de la matinée de 11 à 12. J'avais classe avec une classe de première que j'aimais beaucoup. La salle était tout au bout du couloir, donc j'arrive devant la porte. La salle était dans la pénombre. Et je n'ai pas eu le temps de m'étonner. 2 élèves arrivés du fond de la classe, portant un énorme gâteau, avec des bougies allumées dessus, et toute la classe s'est mise à chanter « Bon anniversaire ». Et sur le gâteau, ils avaient écrit « En voiture Simone ». Je restais un peu stupéfaite, et tout ce que je trouve à dire c'est « Mais c'est pas mon anniversaire aujourd'hui ». Et ils me répondent « Oui, on sait, mais on avait quand même envie de vous le souhaiter ». Moi aussi, j'ai travaillé dans le milieu scolaire. J'ai été animatrice dans des écoles parisiennes. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point les adultes pouvaient être violents avec les enfants. Dès le premier jour. C'était dans une école maternelle. Je suis arrivée à midi à l'heure de la cantine. Je me suis installée à table avec les enfants. En face de moi, il y avait un tout petit. À peine 3 ans, je pense. Il avait les yeux vers son assiette, mais le regard vide. Il bougeait pas, il mangeait pas. Alors je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, s'il voulait que je l'aide à manger. Et il a fait oui de la tête. Alors j'ai pris la cuillère et j'ai commencé à lui donner à manger. Et là, une dame de la cantine arrive et elle lui dit « Mais c'est pas possible, t'es vraiment qu'un bébé, tu peux pas manger tout seul !» Et puis après, elle s'adresse à moi et elle dit « Mais faut pas l'aider, hein, parce que sinon, il y arrivera jamais !» Je lui ai dit que si je l'aidais pas, il ne mangeait pas, et là, elle m'a rétorqué que, eh ben comme ça lui apprendra. Ça va lui apprendre quoi? J'ai continué à lui donner à manger, et j'ai demandé aux autres enfants de prendre le relais les jours suivants quand je ne serai plus là.
Voilà pour le premier jour. Avec une amie qui était professeure de français aussi, dans le même lycée que moi, on aimait bien se déguiser. Et en général, le jour du Mardi Gras, on se déguisait, même pour aller au lycée. Et en général, il y avait quelques élèves aussi qui se déguisaient, quelques profs éventuellement. Donc cette année-là, on dit, ok, on se déguise comme d'habitude. Donc le matin, j'arrive au lycée avec mon déguisement dans un petit sac. J'arrive dans la salle des profs, personne déguisée, bien sûr. Donc je vais dans les toilettes, j'enfile mon costume et je ressors en coccinelle. Corps rouge avec du pois noir et antenne sur la tête. J'arrive dans la salle des profs, silence de mort. Bon. Et j'avais cours donc le matin de 8 à 10 avec une classe de BTS gestion comptabilité, pas spécialement rigolote, on va dire. Et donc je pars pour rejoindre le 3e étage. Et déjà dans les escaliers, pas d'élèves déguisés. Je trouve des regards incrédules d'élèves, quelques rires qui pouffent, et je continue. J'arrive au 3e étage, le couloir, les élèves, mais personne de déguisé. Je vais dans ma salle, je rentre dans la salle, silence de mort, aucun élève déguisé bien sûr. Et je fais mon cours en coccinelle. J'avais choisi quand même un texte sur le Mardi Gras, avec la signification du Mardi Gras. Et à l'interclasse, du côté du couloir, je vois 2 têtes d'élèves qui se haussent pour regarder et j'entends leur dialogue. Je te dis que c'est un prof. Mais non, je t'assure, c'est une élève. Alors, dernier jour. C'était au printemps. Un des premiers jours du printemps. Une des premières journées avec du soleil. Il faisait froid, mais il y avait du soleil. On était dans la cour avec les enfants. Et dans la cour, les enfants, ils courent. Et quand on court, on a chaud. Il y a un petit garçon qui est venu me voir et qui m'a demandé « Est-ce que je peux enlever mon manteau ?» Alors je lui ai répondu que c'était lui qui savait. Je ne pouvais pas dire à sa place s'il avait chaud ou s'il avait froid. Il a vérifié, il m'a regardé. Il a dit « Ça veut dire que j'ai le droit de l'enlever ?» Bah oui. Là, il a fait un grand sourire, il a enlevé son manteau, il l'a posé par terre, il a couru prévenir tous ses copains qui ont eux aussi enlevé leur manteau. Ils ont fait un grand tas de manteaux au milieu de la cour. Et ils ont continué à courir, beaucoup plus vite, beaucoup plus libre. C'était beau. Puis il y a ma collègue qui était assise à l'ombre, qui devait avoir froid. Elle s'est levée et elle a crié « Mais qui vous a donné l'autorisation d'enlever vos manteaux? Remettez-les immédiatement !» Paf, c'était la fin. Et moi, c'était mon dernier jour. Parlons-en du dernier jour. Moi aussi, j'ai eu des élèves. Silence! Asseyez-vous. J'ai été professeur de français pendant 30 ans en collège. J'ai aimé ce métier. Mon prénom est Michel, j'ai 59 ans. Aujourd'hui, j'entretiens un verger avec des oliviers, des figuiers, des grenadiers, des pissachiers aussi, un champ de lavande et même des myrtes. C'était un mercredi matin, à 11h en novembre. Les élèves de 4e sont arrivés. Je leur ai dit bonjour et je leur ai parlé dans le couloir, comme je le faisais depuis quelques années. Puis, on est entré en classe. On lisait « Vendredi ou la vie sauvage » de Michel Tournier. On en était encore au tout début du roman. Au cours d'une effroyable tempête, le navire La Virginie
s'écrase sur les récifs. Robinson est le seul survivant. Qu'est-ce qu'il fait? Il explore son île. Il fait la liste de ses ressources. Il ne pense d'abord qu'à la quitter. Il allume des feux, se construit un bateau. Puis, il abandonne cette idée. Prend ses quartiers, se construit une cabane, instaure toutes sortes de rituels pour rythmer son existence. Il découvre aussi une grotte, au fond de laquelle il cache ses biens les plus précieux. Son or, ses vêtements, ses armes, sa poudre récupérée sur la Virginie. Au fond de la grotte, il y a un étroit boyau qu'il n'a pas encore exploré. Ce mercredi, le dernier cours a été long et tenir mes élèves jusqu'à la sonnerie, difficile. Les élèves ont quitté la salle. Machinalement, j'ai vérifié qu'elle était rangée. J'ai dû ramasser 2 ou 3 papiers, effacer le tableau, éteindre l'ordinateur, puis j'ai fermé ma salle à clé et je suis descendu. Passer par la salle des profs, pour y faire quoi? Voir le dos de mes collègues figés devant leurs écrans, ressentir un peu plus la perte du sens, constater que mon malaise venait d'abord de là. J'ai filé, j'ai traversé la cour, rejoint l'entrée de service, ouvert et refermé le portail à clé. Alors, je me suis assis, dos au mur, sur le trottoir, au soleil. J'ai refait le film de ce qui venait de se passer. Et j'ai repensé à Robinson. Robinson qui est attiré par cet étroit boyau, aux parois lisses comme la chair. Il finira par s'y laisser glisser, jusqu'à atteindre une sorte de niche à la forme de son corps recroquevillé. Et là, dans une obscurité toute blanche, il repensera à son histoire. Lui, il lui faudra des jours pour se résoudre à en sortir. Moi, je ne suis jamais retourné au collège. J'avais beau courir, mes gestes étaient de plus en plus saccadés, je n'arrivais pas à suivre la cadence, je courais des clients à la friteuse, de la friteuse aux clients. À un moment, toutes les minuteries se sont déclenchées, les churros, les nuggets, les frites, les hamburgers, bip 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 bip, et toujours plus vite, plus vite, plus vite. Mes gestes étaient ceux d'un robot, d'un automate, je courais, je m'étalais dans des flaques d'huile qui avaient recouvert le carrelage. Je me relevais, je retombais, je me relevais, je retombais, je me relevais. Ça ne s'arrêtait pas, je vidais les panières de frites à bout de bras, de la main gauche, de la main droite, j'avais beau les vider, il y en avait de plus en plus, toujours de plus en plus, jusqu'au moment où je me suis recouverte, ensevelie, retrouvée ensevelie de montagnes de frites, et j'ai étouffé.
écrit à mes élèves. Et cette lettre, je l'ai retrouvée. Je vais vous la lire. Bonjour à tous. Je suis absente déjà depuis quelque temps. Cette absence risque de se prolonger et vous aurez probablement l'occasion de me rencontrer dans Aubenas. C'est pourquoi j'ai demandé à ma remplaçante de vous faire suivre ce message. Les médecins ont diagnostiqué un cancer et le traitement risque d'être assez long. Mais je resterai en contact avec ma remplaçante et donc avec vous par son intermédiaire. Je serai toujours là pour vous aider en cas de besoin. Je pense en particulier aux BTS et aux premières qui ont l'épreuve de français en fin d'année. N'hésitez pas à me contacter pour établir votre liste de textes à présenter à l'examen. Je vous souhaite à tous une très belle réussite. C'est le jour de la rentrée. Je suis au centre d'animation, j'attends les enfants, mais ils sont seulement 2, on attend les autres, on comprend pas pourquoi ils arrivent pas. Au moment où je m'apprête à aller vers la porte pour voir ce qu'il s'y passe, j'entends un bruit au-dessus de ma tête. Je lève la tête et là je vois des trappes qui s'ouvrent au plafond et des enfants qui descendent, mais plein d'enfants qui descendent par des toboggans dans la salle. La salle se remplit d'enfants. Il y en a 10, 20, 30, 40 qui arrivent en même temps par le plafond. On commence à étouffer, alors j'essaye d'ouvrir la porte, mais la porte est fermée. Je n'arrive pas à l'ouvrir, elle est fermée à clé. Et les enfants continuent d'arriver par le plafond, ils remplissent la salle. On étouffe, et enfin la porte cède. Je cours dans le couloir, je vais voir la directrice. Je lui explique ce qui se passe et elle me dit que je me suis trompée de salle, qu'il faut que j'aille de l'autre côté du centre d'animation. Eh bien moi, à 18 ans, je travaillais. À 18 ans, je gagnais ma vie. 40 heures par semaine à taper des factures. Alors je fuyais. Intérimaire, sitôt que j'avais un peu d'argent, je prenais mon sac et je partais. N'importe où, en stop. Après 68, je suis allée en Inde. 3 mois de pays traversés, une méningite à Katmandou, 6 semaines d'hôpital. Rapatriement. À mon retour, je travaille dans un restaurant comme serveuse pour payer mes dettes. Je rencontre mon mari, ouvrier. À 24 ans, j'ai 2 enfants. Et je décide de commencer des études avec le Centre national d'enseignement par distance. J'ai mon bac, une licence de lettres modernes, après pas mal d'allers-retours avec la fac de Nanterre, et je commence à travailler dans une école privée et ensuite en classe d'accueil avec les enfants de langue étrangère, les enfants des travailleurs portugais et puis des petits réfugiés, les boat people vietnamiens, les Tamouls, les Érythréens, les Bosniaques. J'essaye de donner à ces enfants, en plus de la langue, qui est la clé de leur intégration dans leur nouveau pays, de la confiance en eux, de la sûreté. Mon travail a un sens. L'université de la ville où j'habite organise chaque mois de juillet des cours de langue et de civilisation française pour adultes étrangers. J'ose postuler. Je suis engagée. Je me retrouve avec des collègues bardés de diplômes. Je côtoie des gens cultivés. Le monde entier vient à moi sous la forme parfois de 60 nationalités différentes. Moi, je bosse à l'Uni. Et ça fonctionne. Mes débutants font des progrès. Ils sont capables d'une conversation courante à la fin du cours. Ils m'offrent des fleurs. La même directrice qui m'a engagée fait remplir aux apprenants de chaque classe, à la fin du cours, un questionnaire d'évaluation, satisfaction, genre le manuel était adapté. C'est positif. Hein? Un jour, je découvre ce qu'a écrit un étudiant américain. La méthode employée est inadéquate. Il n'a rien appris. L'enseignante n'a aucune notion de didactique. D'ailleurs, elle est nulle. J'arrive à maîtriser le tremblement qui m'a saisi. Je récupère les copies
Et à la pause, je me réfugie aux toilettes. Je respire, j'essaye de me calmer, et puis je saisis la feuille négative, je la déchire, je la jette aux toilettes et je tire la chasse. Je sais pas si c'est important ce que je vous raconte. On n'est jamais le centre du monde, sinon pour soi. Les gens seront bien trop occupés d'eux-mêmes pour s'attarder sur les autres. À ce moment-là de ma vie, j'étais incapable de supporter la moindre critique. Et aujourd'hui, comment je réagirais aujourd'hui? Je voudrais être sûre que la représentation que j'ai de moi ne m'encombre plus. Avec l'âge, ne plus avoir à rougir de soi, c'est quand même un signe de liberté, non? Mais comment je réagirais aujourd'hui? Je ne sais rien. Je suis pas sûre. Vraiment. Je suis pas sûre du tout. Eh bien, tu vois, Anne-Marie, moi, j'ai pas de diplôme. Niet, nada. Pas un papier, pas un bagage. Pourtant, je vais te raconter. Le meilleur moment dans mon boulot, c'est le matin, à l'ouverture de l'accueil. Papous, c'est moi, je travaille dans un centre de formation. Et mon accueil, c'est pas un lieu ordinaire avec des murs unis, un téléphone, un ordinateur, non. C'est un lieu de convivialité, de papotage. C'est presque une épicerie. On peut y trouver la machine à café, du chocolat, du miel, des expositions, du dépôt-vente artisanal, du fil à coudre, des bougies d'anniversaire, des huiles essentielles, des fous rires et un vrai bazar. Dis donc, Babou, t'aurais pas du Doliprane? Et Babou, tu me fais un café, s'il te plaît? Des post-it, s'il vous plaît. Tu peux pas donner des post-it? On a besoin de post-it. Arrêtez. J'ai du boulot. J'ai des fiches de réservation à faire pour les services de la cuisine, les agents d'entretien, la salle pour les profs, l'internat, les chambres pour les stagiaires, mon travail, quoi, en fait. Mais tu sais comment je l'ai trouvé? Par hasard. Avec 4 enfants et des années de restauration et autres, j'ai envie de changer. Alors je rencontre une amie qui m'annonce qu'il recrute du personnel d'accueil au centre d'à côté. Il y a de ça 26 ans, sans diplôme. J'ai toujours travaillé sans diplôme. Et ça s'est toujours bien passé. Et puis, de nouveaux services ont été créés, comme le service ressources humaines, le service ordonnancement, le service des chargés de mission, etc., etc. Et un brouillard s'est installé. Lors d'un entretien avec un DRH, je suis étonnée de son étonnement. Et non, je n'ai pas de diplôme. Ça fait plus de 20 ans que je bosse pour vous. Hein. Alors, on me propose de faire une formation pour avoir le vocabulaire adapté. Comme dire cellule forestière au lieu de bûcheron. Et puis je rencontre un comportementaliste qui va me juger sur mon comportement, sur mes fringues, sur mon physique. On m'a toujours fait confiance. Et puis d'un seul coup, je me remets en question. Et je me sens chuter, dégringoler, déprimé, hospitalisé. Et puis merde, mon boulot, je l'aime. Oui, je l'aime. Je rentre pour manger, on est entre midi et 2. Ensuite, je m'endors. Je dois retourner au collège.
Je me rends compte que je suis en retard. Je dévale les escaliers. Comme sur un toboggan, j'attrape mon vélo, je grimpe dessus. Je vais vite, je pédale, je vais très vite. Je file à travers les rues de Montélimar, je vais vite comme le TGV. Tout à coup, une image s'imprime sur ma rétine, celle de 2 élèves, à moi, qui ont séché les cours. Je signale l'incident à la vie scolaire, puis je prends mes élèves tout l'après-midi. À la dernière heure de cours, elles sont là, au premier rang, le sac à dos sur le ventre, comme des femmes enceintes, un sourire de diablesse aux lèvres. On entre dans la classe, je fais court. D'un coup, la porte vole en éclats. C'est la CPE, une énorme femme, elle se transforme en ogresse, elle traverse la salle, elle me chuchote à l'oreille. Je lui réponds, mais convoquez les parents. Alors elle m'attrape par les cheveux. Elle me fait traverser la classe, l'échelle vole dans tous les sens. Elle me fait traverser les couloirs. Elle me traîne à travers les escaliers. Elle me traîne à travers la cour du collège. Elle me traîne à travers la cour du lycée. Elle me traîne à travers les rues de la ville. Elle me traîne jusqu'au commissariat. Je marche dans une ville que je ne connais pas. Une ville sale, encombrée, brumeuse. Il y a des travaux partout. La ville entière est en chantier. Je marche avec mes copies de bac à la corriger à la main parce que j'ai égaré mon cartable. Il fait froid, il fait nuit. Le vent souffle. Je trébuche et laisse échapper mes copies qui s'envolent dans un chantier. J'enjambe la barrière de sécurité. J'en récupère quelques-unes et puis je glisse, je tombe dans un trou, dans un liquide visqueux, nauséabond. Le liquide m'arrive à la taille. J'essaye de toucher le fond pour remonter, mais il n'y a pas de fond. Le liquide m'arrive aux épaules, on dirait du sable mouvant. Le liquide m'arrive aux narines, j'étouffe, ma tête est engloutie. Je suffoque et je m'enfonce et je glisse et je tombe et je coule et je coule et je coule. Mardi matin, 8h, j'arrive au lycée, je garde ma voiture. Je traverse la rue et j'entre dans la cour du lycée. Personne. Je vais jusqu'au bâtiment B, il doit avoir cours. Là, je passe dans le couloir et je vais jusqu'à la salle 217. Et là, dans la salle, personne, pas d'élèves. Alors je regarde mon carnet pour voir s'il n'y a pas eu un changement. Mais non. Alors je vais voir dans la salle d'à côté, personne. Je vais voir dans la salle d'à côté encore, personne. Je vais voir dans toutes les salles de ce rez-de-chaussée, personne, pas d'élèves. Alors je monte au premier étage. Et là, je regarde dans les salles, personne. Toutes les salles, personne. Alors je monte au deuxième étage. Et je fais toutes les salles, personne. Aucun élève, il n'y a personne. Alors je commence à m'affoler. Je cours dans la salle des profs. Et là, personne, pas d'élèves, pas de profs, nulle part. Alors je cours dans le lycée, partout, tous les bâtiments, toutes les cours, partout. Je cherche mes élèves, j'ai perdu mes élèves, il n'y a personne. Pourquoi je travaille dans les champs à temps partiel? C'est une question. Le visage C'est une question. Vous voulez faire une pause? Pourquoi vous 1977, j'ai 20 ans, il y a 42 ans. J'ai fait le choix de faire la formation d'infirmière de secteur psychiatrique. C'est en 1977 que j'ai mon papier tamponné. Je suis diplômée infirmière de secteur psychiatrique. J'ai travaillé plusieurs années dans un centre hospitalier spécialisé. Différents services d'adultes, fonctionnant à peu près tous sur le même modèle. Des patients hospitalisés pour certains depuis plus de 20 ans, des adultes autistes, trisomiques, placés enfants ou adolescents dans ces services. À l'époque, il n'existait pas de structure adaptée pour eux. Et puis, environ un tiers de personnes âgées, désorientées, séniles, dépendantes, parfois incontinentes. J'étais jeune et inexpérimentée, mais je savais qu'un sourire, un regard de tendresse, une main sur l'épaule,
de l'empathie, de la bienveillance pouvaient contribuer à soulager la souffrance morale. Moi, j'ai découvert le vrai visage de l'entreprise. J'ai fait davantage de gardiennage que d'accompagnement. J'ai distribué des comprimés, des anxiolytiques, des hypnotiques, des antidépresseurs, des calmants de toutes sortes, assommoirs pour certains. J'ai fait des toilettes à la chaîne, dans une salle de bain collective. 3 baignoires, 3 douches, des corps nus en même temps. Tous les matins, les mêmes gestes. Aller chercher le patient au lit, âgé la plupart du temps. L'installer dans son fauteuil roulant. Ôter la couche souillée. Le savonner, le rincer. Le sécher dans des draps. Pas de serviette de toilette. Remettre une couche, l'habiller. Tous les matins, les mêmes gestes, c'est pas grave. Mais quand on n'a que 10 à 15 minutes par personne, j'ai plus gavé que nourri. Comment, avec si peu de temps, réapprendre correctement tous ces gestes oubliés et perdus? Prenez la cuillère dans la main. Portez-la à l'assiette. Prenez la nourriture. Portez-la à la bouche. Est-ce bon? Et recommencer. Alors, nous leur donnions la béquille. J'avais l'impression de contribuer et d'être collaboratrice d'un système de soins maltraitant. Et j'éprouvais de la honte. J'éprouvais de la honte à participer à ces génocides d'âmes, à ces mascarades. J'éprouvais de la fatigue à porter cette honte, et j'éprouvais de la colère à devoir la taire. Jamais, j'ai dit, j'ai honte de faire ce travail dans ces conditions. Jamais je l'ai entendu non plus. Je suis fatiguée, je suis rincée, je suis naze. J'attends le week-end avec impatience. Si j'ai le week-end de repos, oui, mais j'ai honte. Je ne l'ai jamais entendu. C'est à cette époque que je me suis syndiquée. Je me souviens d'un camarade qui m'a dit un jour « Il faut être fort pour travailler en psychiatrie ». Et il a rajouté « Peut-être es-tu trop faible ?» Il faut être fort, mais à n'importe quelle condition. Faible? J'étais faible? Je ne crois pas, moi. J'étais juste sensible. Avec 2 ou 3 de mes collègues les plus hardis, nous dérogions au cadre imposé par notre hiérarchie, juste en offrant un peu plus de présence auprès de ceux qui en avaient le plus besoin. Ça décalait les toilettes, ça décalait les repas, mais ça a créé une scission dans l'équipe. Il y avait le groupe de ceux qui disaient « Oui, mais nous, on fait comme la chef, elle dit. » Et puis ceux qui avaient envie d'essayer autrement, peut-être plus humainement. Ça nous a valu des mutations d'office. Virés, expulsés, circuler, il n'y a rien à voir. Dans des services plus difficiles. 3 à être dans ce cas-là. Et je me souviens de Simone, une patiente du dernier service dans lequel j'ai travaillé. Simone, IMC, infirme moteur cérébral, moquée par la plupart du personnel à cause de sa démarche chaotique
de ses difficultés à s'exprimer et du casque qu'elle avait vissé sur la tête, ce petit casque de cuir, pour éviter de se péter le cuir chevelu à ses chutes. Un soir que je l'accompagnais dans sa chambre, Simone me révèle le secret qu'elle garde dans sa table de nuit. Un livre d'apprentissage de la lecture. Et là, avec les yeux brillants, elle me fait comprendre qu'elle n'est pas bête ni idiote et qu'elle sait lire. J'étais fière pour elle. J'avais envie de la serrer dans mes bras. Mais je n'en ai rien fait. J'ai pas osé. Octobre 88. Grande manifestation. Grand mouvement infirmier. Appel de tous les syndicats à la grève. Je participe. Sur ma blouse, j'ai écrit « Pour la dignité des patients et des soignants ». 29 septembre 88. Xème manifestation. Le soir, après la manif, on se retrouve quelques-uns dans un café. La fatigue accumulée et la dépression font que ces quelques bières bues m'enivrent un peu plus vite que prévu. Je constate que la nuit tombe. J'appelle mon compagnon pour le prévenir de mon retard. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai demandé comme ça au téléphone de faire cet enfant qu'il me promettait depuis des années et que je désirais tellement. Sa réponse a été négative. Tout s'est brouillé dans ma tête. Ou alors une détonation, je ne sais pas. Je suis sortie du café. J'ai marché dans les rues hautes de ce quartier de la Croix-Rousse, sans savoir où mes jambes me menaient. Et puis elles se sont mises à courir. J'avais la tête vide, j'étais comme un automate. Sur ma droite, un parapet. Mes jambes l'enjambent. Mon corps passe de l'autre côté. Mes mains agrippent les barreaux. Mon corps est suspendu dans le vide. Mais qu'est-ce que je fais? Je lâche la main gauche. J'ai peur. Et comme pour me donner du courage, je m'entends dire « Lâche, ne sois pas lâche ». Et j'ai lâché. Je suis Framboise, j'ai 62 ans. Je suis retraitée de la fonction publique hospitalière et je suis paraplégique partielle. Il nous a semblé qu'en nous rendant dans les laboratoires, qu'en essayant de vous montrer ce qui s'y passe, ce qu'on y cherche et ce qu'on y trouve, nous verrions se dessiner le visage d'un monde dans lequel nous serons amenés à vivre. Effectivement, on a bien vu se dessiner l'avenir. Oui, mais quel avenir? Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. 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 Sachez qu'en ce moment,
bien me reposer. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles, de même des contre-coups. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. C'est ma façon de faire de la musique sans doute. Je suis bien fatigué. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle.